Bonjour à tous, petite vidéo pour remplir ensemble le chapitre 8. Alors ce chapitre est un chapitre assez court, assez simple je pense, sur les transformations nucléaires. Voilà, donc les transformations nucléaires sont nouveaux donc, pour ce programme donc, de seconde. Alors, on va attaquer tout de suite. Donc, j'espère que vous avez imprimé le cours qu'il y a sur Pronote à la date d'aujourd'hui, à la date de lundi ou de mardi, suivant la classe, seconde 2 ou 4. Et si ce n'est pas fait, ben faites pause et allez imprimer le cours qu'on va remplir donc ensemble. Alors, dans cette première partie, des petits rappels sur un isotope d'un élément chimique. On avait vu ça dans le chapitre précédent, un des chapitres précédents, pas celui d'avant, mais celui encore d'avant, sur l'élément chimique. Donc un élément chimique, il est caractérisé, on l'a vu ensemble, par son numéro atomique grand Z. Là, je vous l'avais dit, l'élément chimique, c'est Z, son nombre de protons. Donc toutes les formes, atomes ou ions d'un élément chimique donné, ont donc le même nombre de protons. Voilà, ça, on l'avait vu ensemble déjà. Alors, le noyau atomique, bon, ça, j'ai repris sur le cours 6, je crois, ou 5. Le noyau atomique est représenté symboliquement par la notation où X correspond au symbole de l'élément. A, c'est donc le nombre de nucléons, c'est-à-dire la somme du nombre de protons et du nombre de neutrons. On appelle ça aussi, attention, le nombre de masses. On va s'en servir plus tard. Donc, attention ici au nombre de masses. Z, c'est le numéro atomique, c'est aussi donc le nombre de protons, et donc on l'appelle également, attention, le nombre de charges. Je crois qu'on l'avait dit ensemble aussi. Ça, on va s'en servir dans ce chapitre. Petit 2, les isotopes. Des atomes ou des ions isotopes possèdent donc le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. Donc dans l'écriture symbolique, ça veut dire qu'ils vont avoir le même Z ici, mais un nombre de nucléons différent, parce que pas le même nombre de neutrons. Alors pour les distinguer, on indique le symbole et le nombre de masses, donc A. Exemple, on avait vu dans le chapitre précédent le carbone 12 et le carbone 14. Vous voyez, quand je le dis, je ne dis pas 6, 12 et 6, 14, mais bien le carbone 12 et le carbone 14. Voilà. Et c'est comme ça qu'on les distingue. Donc voilà pour cette première page qui est une page de révision. Je voulais vous dire aussi, donc, si on regarde la page 2, quelque chose sur la réactivité chimique. On l'avait vu dans le chapitre précédent, sur le tableau périodique. Les propriétés chimiques d'un atome sont déterminées par la structure de son cortège électronique. On dit cortège électronique, structure électronique, on met plein de mots. C'est le fameux 1s2, 2s2, 2p6, etc. etc. Enfin, des atomes isotopes ont la même réactivité chimique car leurs cortèges électroniques justement sont identiques, ils appartiennent à la même famille. Voilà pour ce premièrement et ce rappel, et donc on va voir maintenant les transformations nucléaires. Alors qu'est-ce que c'est qu'une transformation nucléaire? Eh bien, lors d'une transformation nucléaire, les nucléons des noyaux atomiques ou de particules libres se réarrangent. Donc il y a une réaction qu'on appelle une réaction nucléaire pour former des nouveaux noyaux atomiques ou des nouvelles particules libres. On va voir ce que c'est qu'une particule libre juste en dessous. Alors une transformation nucléaire est modélisée par une équation, par une réaction, on verra après justement l'équation, par une réaction nucléaire qui met en jeu ces noyaux et ces particules libres. Alors justement, les équations nucléaires doivent être ajustées pour vérifier les lois de conservation qu'on va appeler, donc c'est un monsieur qui a dit ça, il les a citées, c'est Soddy.
Voilà, les lois de conservation de sodium. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a conservation, il va y avoir conservation à la fois du nombre global de masse et du nombre global de charge. En fait, la somme des nombres de masse est la même de part et d'autre de la flèche qui symbolise la réaction. Donc le nombre de masse, on le verra dans les exercices après les vacances, mais le nombre de masse, c'est le A, hein, le grand A. Et conservation aussi du nombre global de charges, c'est-à-dire du Z. Donc le nombre de charges est le même de part et d'autre de la flèche symbolisant la réaction. Alors qu'est-ce que c'est qu'une particule libre? C'est une particule qui est toute seule, en dehors du noyau, comme un proton, un neutron, mais aussi le neutron hein, qui est ici. Il y a donc l'électron qui peut être là et le positon. Alors, il faut savoir reconnaître ou écrire justement l'écriture symbolique de ces particules. Donc le neutron, un neutron, il va avoir le Z égale 0, parce que en bas c'est les protons, donc un neutron c'est pas un proton. Et on va avoir un 1 pour le A, parce que c'est un neutron et qui fait partie des nucléons. Voilà. Pour le proton, on va avoir P pour proton et un 1, donc ça c'est plutôt logique. Pour l'électron, alors l'électron c'est un peu, je dirais, un peu comme une particule, comme un proton, mais chargé négativement. D'accord. Le proton est positif, l'électron est négatif, donc on va mettre moins 1. Mais moins 1 pour Z, mais attention, ce n'est pas un proton, ce n'est pas un nucléon, donc ici on aura 0. Et là, le positon, c'est quoi le positon? C'est tout simplement l'antimatière. On va parler d'antimatière dans ce chapitre. Donc le positon, c'est l'antimatière de l'électron. C'est-à-dire que c'est un électron, mais avec une charge positive. Voilà, c'est de l'antimatière. Pas si simple que ça. Donc voilà pour les particules libres. Et donc on va voir un petit peu les différents types de désintégration et de réaction transformation nucléaire. Alors, premièrement, on va parler de désintégration. Alors, désintégration, c'est le cas très simple de la radioactivité. C'est une réaction nucléaire qui se fait de façon spontanée. Elle est spontanée. En 1898, Marie Curie découvre justement que le radium se désintègre spontanément avec donc l'équation dont on va parler tout à l'heure. Donc Marie Curie, donc 1898, femme de Pierre Curie, mais c'était quand même Marie qui était un peu le cerveau du couple, et Pierre était plutôt quelqu'un qui allait faire des calculs, qui était plutôt un physicien. Alors il faut savoir que Pierre et Marie Curie étaient chargés de faire des recherches sur ce qu'on appelait la phosphorescence à l'époque, c'est-à-dire des éléments chimiques qui brillaient un petit peu dans certaines dispositions. Et ça, les Anglais avaient beaucoup d'avance là-dessus, et, donc Pierre et Marie Curie ont essayé de mettre en évidence un nouvel élément chimique, donc remplir une nouvelle case qu'il y avait dans ce tableau périodique, et ils ont trouvé donc le radium. Donc ils ont défini ça comme étant le radium, et en faisant des études sur le radium, ils se sont aperçus qu'il y avait justement une désintégration nucléaire et que le radium se transformait en radon, Rn, on le voit ici, Rn. Et c'est lors de cette transformation qu'il y allait avoir justement un dégagement d'énergie, et que ce dégagement d'énergie n'était pas de la phosphorescence, était justement de la radioactivité. Et c'est cette découverte, c'est Marie Curie qui a découvert la radioactivité, et justement par référence, on a donné le nom de radioactivité à la découverte de Marie Curie, c'est-à-dire de radium. Voilà pour la petite histoire. Un peu d'histoire des sciences, ça fait du bien. Alors, si on regarde ici l'équation de cette désintégration radioactive, on s'aperçoit ici justement des lois de Soddy. Ici, on a 226 pour le A. Si on a la conservation, alors conservation pour le A, qu'est-ce qui se passe pour le A? Eh bien, on a 226. Est-ce que c'est égal, pour l'interrogation, à 222 plus 4? Là, je suis en train d'ajouter les A qui sont en haut.
Ben oui, 222 plus 4, ça fait bien 226. Et pour les Z, donc les chiffres qui sont en bas, est-ce que 88, c'est égal à 86 plus 2? Oui, c'est égal. Mais vous voyez que la conservation, elle se fait de part et d'autre de la flèche qui symbolise la transformation, la réaction nucléaire. Donc vous allez avoir des exercices où il faudra trouver peut-être 86. Voilà. Le 86 sera caché, le 4 se sera caché. Ce sera à vous de le trouver tout simplement en posant ces petites conservations de A ou de Z. Alors, on va passer donc maintenant à deux réactions nucléaires qui sont très connues, à savoir la fusion et la fission nucléaire. Alors, la fusion, pour commencer, une fusion nucléaire, c'est une transformation au cours de laquelle deux noyaux légers s'assemblent pour former un noyau plus lourd. Donc la fusion nucléaire, c'est quand vous avez la collision de deux noyaux qui sont très légers et qui vont former un noyau beaucoup plus lourd. C'est ce qu'on a dans tous les cœurs des étoiles. On a de la fusion nucléaire. Le Soleil ne brûle pas, il fusionne en fait. Deuxième type de fission nucléaire. Alors vous n'allez pas avoir à apprendre en seconde les équations des réactions. Il y en a. Vous allez en découvrir dans certains exercices, mais vous n'avez pas à les savoir. Vous avez juste à les équilibrer et à savoir qu'elles existent évidemment. Deuxième type de réaction nucléaire, la fission. Fission nucléaire, c'est donc une transformation au cours de laquelle un noyau atomique lourd est fragmenté en noyau atomique plus léger. Donc soit on fusionne, soit on coupe, on fragmente les noyaux nucléaires, les noyaux atomiques. Pardon. Alors, lors de la fission nucléaire, c'est donc des réactions qui se produisent dans les réacteurs des centrales nucléaires. Aujourd'hui, les réacteurs de centrales, vous avez de la fission nucléaire. Alors, ces fissions, bien sûr, il doit y avoir de l'énergie. Cette énergie, finalement, est apportée sous forme d'un bombardement de neutrons pour que la réaction se fasse. Donc, en fait, on a, par exemple, voilà, on a de l'uranium qui est dans le réacteur nucléaire et on va lui bombarder des neutrons. Voilà. Donc, il y aura une réaction, on le verra dans les exercices, une réaction nucléaire par rapport à ça. Et donc l'uranium va se casser en deux, voilà, en deux autres atomes plus légers. Enfin, pour finir le grand 2, il faut savoir qu'il y a une conservation d'énergie lors de ces réactions. Donc on va remplir un petit paragraphe là-dessus. Lors d'une transformation nucléaire, une partie de l'énergie nucléaire contenue dans les noyaux réactifs est transformée en énergie qu'on va appeler énergie rayonnante. Un rayonnement d'énergie. Alors pour le Soleil, ça se symbolise par un rayonnement lumineux, d'accord. Et dans les réacteurs nucléaires, par de la chaleur. Voilà. Et cette chaleur, justement, aide à transformer l'eau liquide en eau gazeuse. Et c'est pour ça qu'on a un nuage de fumée, c'est de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau, quand elle monte dans la cheminée du réacteur nucléaire, elle fait tourner une turbine qui fabrique de l'électricité. Alors en 1905, le célèbre physicien Einstein a dit que justement la masse pourrait être convertie en énergie. Donc voilà, c'était par rapport à ça, donc la relation qu'on connaît tous, E égale mc2. Donc si vous ne la connaissez pas, mais voilà, maintenant vous la connaissez. Donc dans le Soleil ou dans les réacteurs de centrales nucléaires, les transformations nucléaires libèrent de grandes quantités d'énergie et on appelle ça des réactions, des transformations exothermique. Peut-être qu'au collège, vous avez vu déjà ce mot-là. Donc, transformation dite exothermique. On va finir ce chapitre, vous voyez qu'il est assez court, ça je le fais en une seule fois, par l'identification d'une transformation. Vous allez devoir reconnaître si c'est une transformation physique, chimique ou nucléaire. Alors, physique et chimique, vous l'avez déjà vu, donc c'est des rappels. Et après, nucléaire, c'est aussi des rappels parce qu'on l'a vu aujourd'hui. Alors, quelle que soit la transformation, que ce soit physique, chimique ou nucléaire, la transformation est modélisée par une équation de réaction. Et donc, pour identifier, bien sûr, cette transformation, on va regarder l'équation et il faut faire une analyse des réactifs et des produits pour pouvoir dire quel type de transformation on a.
Alors, premier type de transformation, la transformation physique. Alors, les réactifs et les produits correspondent à des espèces chimiques qui sont identiques. Oui, une transformation chimique, c'est seuls les états physiques qui diffèrent, qui changent. Exemple, de l'eau qui devient gazeuse alors qu'elle était liquide. L'eau, c'est toujours de l'eau, ça ne change pas. La formule brute est toujours H2O. Par contre, l'état physique n'est pas le même. Ici, vous avez bien liquide et ça va devenir ici gazeux. Voilà, donc première transformation, les transformations physiques que vous connaissez depuis le collège. Et enfin, dernière page avec les transformations chimiques. Alors, une transformation chimique, les réactifs et les produits correspondent à des espèces chimiques qui sont différentes. Mais on a la conservation, on le sait ça déjà, conservation des éléments chimiques et de la charge électrique. Donc là, une transformation chimique, c'est ce que vous connaissez depuis la classe de 4e. D'ailleurs, je vous ai mis un exemple là, le méthane, CH4, qui subit une combustion dans l'oxygène et qui va donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez bien que CH4 et O2 ont été transformés en des espèces chimiques qui sont différentes. CO2 et H2O, ce n'est pas la même chose que CH4 et O2. Mais dans la transformation, il y a bien sûr la conservation des éléments chimiques. Donc on a la conservation des atomes. Et ça, c'est bien sûr Lavoisier qui a cité cette loi de la conservation. Donc il y a conservation des carbones, des oxygènes et des hydrogènes. Donc là, rien de bien compliqué. Et on va terminer par les réactions, les transformations nucléaires qu'on a vues donc aujourd'hui. Donc les réactifs et les produits, là aussi, correspondent à des éléments chimiques qui sont différents. Mais ici, on a la conservation non pas des atomes, parce que là les atomes ne sont pas les mêmes, on va avoir conservation de quoi? On l'a vu tout à l'heure avec les lois de Soddy, les conservation des nombres de masse, donc A, et des nombres de charge, Z. Je vous ai remis un autre exemple ici avec le polonium, PO. Alors le polonium, ça a été découvert par Irène Curie, je crois, c'est-à-dire la fille de Marie Curie, et ils l'ont appelé polonium en hommage aux origines polonaises de Marie Curie. Donc le polonium se transforme en plomb et en hélium. Voilà, donc ça c'est une réaction nucléaire qui peut être spontanée, qui se fait toute seule. Donc le premier cas. Et là on peut remarquer que 218 c'est 214 plus 4 et que 84 c'est 82 plus 2. Donc on a conservation de A, nombre de masse, et de Z, du nombre de charges. Voilà pour ce chapitre. Voilà, il n'y a pas grand-chose à savoir. C'est du vocabulaire, il faut regarder un petit peu tout ça et après faire des exercices. Donc il y aura pas mal d'exercices sur ce chapitre, mais des exercices assez courts. Donc pour savoir si vous connaissez le sujet. Voilà, merci à vous tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.